Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous avons vu dans la première partie du cours, la combinaison des cours oscillation mécanique et aspect énergétique, l'étude théorique du pendule élastique. Nous avons vu ça pour les trois types du pendule élastique, horizontal, vertical et incliné. Dans cette vidéo, nous allons faire une étude énergétique du pendule élastique horizontal. Donc c'est la deuxième partie de ce cours-là. Donc, on va voir les types d'énergie échangés au cours du mouvement oscillatoire de ce pendule. Et on va voir aussi comment ces énergies varient en fonction de la position et du temps. Puisque l'énergie est la capacité d'un système à fournir un travail, lorsqu'une force développe un travail, il peut modifier l'énergie d'un système. D'une manière générale, nous disons qu'une force qui travaille a pour effet de modifier par exemple le mouvement d'un corps, donc de modifier son altitude, de déformer le corps. Et donc la notion du travail et l'énergie sont fortement liées. C'est pour cela qu'on va commencer par un rappel sur la notion du travail. Vous avez déjà vu en première année bac la notion du travail pour une force constante. Dans ce cours, on va voir la notion du travail pour une force variable, mais commençons par un rappel sur le travail d'une force constante. Considérons un système M qui se déplace du point A vers le point B, donc soit d'une manière rectiligne ou non. Ce système est soumis à une force F, qui est une force constante. Ça veut dire quoi une force constante? Ça veut dire que le sens, l'intensité et la direction sont constantes, ils ne changent pas. Dans ce cas, le travail WAB, donc de cette force-là, qui est constante, dont le point d'application donc se déplace de A vers B, est donné par cette relation-là. C'est le produit scalaire entre la force et le vecteur déplacement AB. Donc l'expression algébrique est donnée par cette expression-là. Donc c'est F, l'intensité de la force F, fois la mesure algébrique de AB, fois le cosinus entre F et AB, cosinus de cet angle-là que vous voyez ici. Donc bien sûr, les valeurs de F et AB sont toujours positives. Le signe du travail donc est celui du cosinus de l'angle alpha. Si l'angle alpha est nul, le travail est dit maximal parce que cosinus alpha, donc cosinus de 0 sur 1, W donc est égal à F fois AB. Dans ce cas, on dit que le travail est maximal. Si alpha est inférieur à pi sur 2, alors le cosinus alpha est compris entre 0 et 1. La force F, dans ce cas, agit dans le sens de déplacement donc du système. Il est dit une force motrice. Alors dans ce cas, le travail est positif. On dit que le travail est moteur dans ce cas. Si alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés, alors le cosinus alpha dans ce cas est entre moins 1 et 0. Dans ce cas, la force F, elle s'oppose donc au déplacement du système. Il est dit force résistante. Alors, dans ce cas, le travail est négatif. Et on dit que le travail est résistant. Donc maintenant, on va parler du travail pour une force qui est non constante. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle un travail élémentaire. Donc c'est quoi ce travail élémentaire? Considérons une force F dont le point d'application M donc se déplace d'un point A vers un point B. Cette force F est variable, c'est-à-dire que son intensité varie, ou bien son sens, ou bien sa direction, ou bien les trois. Donc c'est pour cela que j'ai tracé ici donc des vecteurs qui sont différents, ça veut dire que la force est variable. Alors l'expression précédente de la force constante, du travail pour une force constante, n'est plus valable. Cependant, en décomposant la trajectoire de A vers B en segments élémentaires, comme vous pouvez voir ici, delta L1, delta L2, delta L3 et ainsi de suite. Donc nous avons ici des segments élémentaires. Et sur chacun de ces petits segments, la force F peut être considérée comme constante. Ça veut dire, par exemple ici, je peux considérer la force comme constante. Et à ce moment-là, je peux utiliser cette expression-là. Et donc, pour un déplacement élémentaire delta L, la force F effectue un travail élémentaire qu'on note par delta W, pour dire donc un travail élémentaire, pendant un déplacement élémentaire delta L. Donc on dit aussi un déplacement infinitésimal, ça veut dire que cette distance-là, ces segments-là, ils sont très très petits.
Bien sûr, le travail, c'est toujours en joules, la force est en newton, delta L, c'est une distance, donc c'est en mètres. Donc pourquoi on cherche à comprendre ce travail élémentaire? Parce que nous avons vu dans la vidéo précédente, lorsqu'on a étudié théoriquement le pendule élastique, qui est donc un système ressort solide, nous avons une force qui s'appelle la force de rappel qui dépend de l'allongement du ressort. Donc cette force-là est variable. Passons pour chercher l'expression du travail pour la force de rappel. Alors, considérons un ressort de raideur K et de masse négligeable. L'extrémité de ce ressort horizontal coïncide avec l'origine du repère OI associé à l'axe OX, dirigé dans donc, le sens d'allongement du ressort. On cherche la force de rappel du ressort lorsqu'il est allongé de ce point A d'abscisse x1 vers le point B d'abscisse x2. Donc cette extrémité du ressort est déplacée sous l'action d'un opérateur qui exerce une force FOP sur l'extrémité. Et lorsque donc, le ressort est allongé, il y aura une force de rappel exercée par le ressort sur l'opérateur. Et cette force de rappel est opposée bien sûr à la force donc exercée par l'opérateur. Donc nous savons déjà l'expression de la force de rappel. Donc l'expression vectorielle, c'est cette expression-là, c'est moins kx fois i, avec k c'est la raideur, x c'est l'allongement du ressort. Donc d'après la troisième loi de Newton, la force exercée par l'opérateur est égale à donc moins la force de rappel. Donc, parce que nous avons ici donc des forces qui ont des sens opposés, donc FOP égale à moins F, et donc FOP c'est KX, donc c'est l'inverse de la force de rappel. Donc ici pourquoi on cherche cette force-là? Parce que pour calculer le travail de la force de rappel, on va passer par le travail de la force exercée par l'opérateur. Donc sur un déplacement delta L élémentaire entre x1 et x2, on a delta L égale à delta X fois I. Donc delta X, c'est quoi? C'est tout simplement la projection de delta L sur l'axe OX. Donc le travail élémentaire de la force exercée par l'opérateur sur ce petit déplacement delta L est donné par cette expression-là. Ça veut dire donc ici, on applique tout simplement cette définition ici. D'accord? L'expression du travail élémentaire. C'est donc le produit scalaire entre la force et le petit déplacement. Donc la force, voici son expression, c'est kx, i, et delta x, et delta L, c'est delta x fois i. Donc nous avons i fois i, c'est 1, donc le produit scalaire entre les vecteurs unitaires. Et ce qui nous reste à la fin, c'est kx fois delta x, que vous voyez ici. Donc ceci, c'est pour ce petit déplacement delta L. Mais puisqu'on cherche le travail total entre A et B, donc on va décomposer cette distance AB en des petits segments, et le travail total de la force FOP, c'est tout simplement la somme des travaux élémentaires entre x1 et x2. Donc voici son expression. Le travail entre A et B de la force exercée par l'opérateur, c'est la somme entre x1 et x2 des travaux élémentaires entre x1 et x2. Et voici son expression, donc c'est kx delta x. Pour calculer cette somme-là, normalement, on utilise l'intégrale, donc c'est la méthode que vous connaissez. Ici, je vais utiliser une autre méthode qui se base sur donc la géométrie. Donc, puisque l'intensité de la force de rappel, c'est K fois X, donc on va tracer F en fonction de X. Kx, donc, il a la forme d'une fonction linéaire. Donc, la courbe représentative de cette force-là, c'est une droite qui passe par l'origine O. Comme vous voyez ici, c'est cette droite-là en noir. Donc x1, donc puisqu'on cherche le travail entre x1 et x2, si je mets ici x1, donc pour l'abscisse x1, elle a comme ordonnée kx1. Et si je mets x2, donc x2 est là comme ordonnée kx2. Et pour n'importe quel x entre x1 et x2, donc on a kx tout simplement. Donc delta x ici, donc c'est le déplacement élémentaire, et kx delta x que nous avons ici, c'est quoi? Il représente l'aire du rectangle en orange. L'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est donc la longueur fois la largeur. Donc si on considère que la longueur c'est kx fois la largeur qui est delta x, nous avons ici donc l'aire de ce rectangle en orange. Et lorsque delta x tend vers 0,
Donc ce triangle ici qui est en vert, entre le rectangle et la droite, la courbe, il est aussi en vert 0. Donc on peut le négliger. Et donc, on peut considérer que le travail sur delta x, c'est l'aire du rectangle qui est en orange. Donc ceci, c'est pour delta x. Mais c'est ce qu'on cherche entre a et b, entre x1 et x2. En conséquence, donc le travail entre x1 et x2 va représenter l'aire de cette partie-là hachurée en rouge. Et donc, la somme de tous les rectangles entre x1 et x2, en ignorant à chaque fois les triangles qui sont donc entre le rectangle et la droite donc de f. Donc cette somme là qu'on cherche ici, donc c'est la somme des rectangles dans cette partie là hachurée. Donc on va exprimer l'aire donc de la partie hachurée en rouge en fonction de x1 et x2 en utilisant les triangles OX2 H2 et OX1 H1. Donc l'aire du triangle OX2 H2. Donc vous connaissez déjà l'aire d'un triangle, c'est la base donc fois la hauteur divisé par 2. Donc ici pour le triangle OX2 H2, nous avons x2. Donc parce que donc x2 moins, si l'abscisse x2 moins l'abscisse à l'origine qui est 0, donc c'est x2 fois cette distance là, la hauteur qui est tout simplement kx2 divisé par 2. Donc c'est 1 demi k x2 au carré. Pour le petit triangle hachuré donc en bleu ici, donc c'est OX1, donc c'est x1 fois cette distance là qui est kx1 divisé par 2. Donc c'est 1 demi k x1 au carré. Et puisqu'on cherche le travail entre a et b, c'est-à-dire entre x1 et x2, on doit retrancher l'aire du triangle OX1 H1 de l'aire totale, c'est-à-dire de l'aire du triangle OX2 H2. Donc le travail total entre A et B de la force exercée par l'opérateur. Donc c'est l'aire totale, donc l'aire de OX2 H2, c'est 1 demi K x2 au carré, moins donc l'aire de triangle hachuré, donc en bleu, c'est 1 demi K x1 au carré. Bien sûr, on peut, au lieu d'utiliser 2 et 1, utiliser donc A et B, puisque donc on cherche le travail entre A et B. Donc puisque nous avons dit que la force de rappel est opposée à la force exercée par l'opérateur, ça veut dire que le travail donc, de la force de rappel est opposé au travail de la force exercée par l'opérateur. Et donc finalement on trouve l'expression du travail total pour la force de rappel qui est égale à donc moins cette expression là, donc on va multiplier cette expression par moins, donc c'est 1 demi K, donc je vais factoriser par 1 demi K, c'est XA au carré, donc la position de départ, moins XB au carré, la position finale. Donc voici le travail de la force de rappel du ressort lorsque son point d'application se déplace de A vers B. Donc bien sûr ici j'ai démontré comment obtenir cette équation là. Dans les exercices on va pas donc vous demander de la démontrer, donc vous allez l'appliquer directement. Il faut juste faire attention avec l'abscisse initiale et l'abscisse finale, d'accord. Donc il faut retenir cette équation. Passons maintenant pour décrire les énergies échangées au cours du mouvement oscillatoire du pendule élastique. Commençons par l'énergie cinétique. Donc c'est l'énergie qu'un corps possède du fait de son mouvement. Donc il dépend de la vitesse et la masse du corps étudié. Dans le cas du pendule élastique, c'est l'énergie du solide qui est en translation. Son expression est donnée par 1 demi mv carré. Et nous savons que v c'est la dérivée par rapport au temps de la position, qui est tout simplement x point.
Et donc on peut l'écrire en fonction de x point, c'est 1 demi m x point carré. Pour l'énergie potentielle d'un pendule élastique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP, que vous avez déjà vu en première année bac, et l'énergie potentielle élastique, qui est la nouveauté ici, notée EPE. Rappelons d'abord c'est quoi l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, comme le nom l'indique, nous avons ici pesanteur, ça veut dire que cette énergie elle est liée à l'attraction terrestre, donc il est lié au poids d'un corps. Il est dû au fait que ce corps se trouve dans un champ de pesanteur. Et nous avons déjà vu dans les cours précédents que le champ de pesanteur agit sur les corps qui sont donc à proximité de la surface de la Terre. Et donc il dépend de la masse de ces corps-là et aussi donc l'altitude de ces corps-là par rapport à la surface de la Terre. Voici son expression, donc la masse du corps, l'intensité de pesanteur, et Z qui est donc l'altitude du corps par rapport à la surface de la Terre. Donc EPP c'est mgz plus une constante qui dépend du choix arbitraire de l'état de référence EPP égale à 0. Si on choisit l'état de référence de EPP de sorte qu'il coïncide avec le plan horizontal qui passe par le centre d'inertie G, effectivement ici, puisque nous étudions le pendule élastique horizontal, donc le mouvement est horizontal, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement suivant l'axe OZ. Donc Z ici, c'est 0. Et finalement, donc, puisqu'on prend l'état de référence où nous avons EPP égale à 0 à ce point-là, et donc C, donc à partir de ces deux conditions, EPP égale à 0, Z égale à 0, nous avons C égale à 0 comme condition, et donc finalement, on trouve que EPP est égal à M GZ. D'accord? Mais ici, donc, il faut juste faire attention avec la direction de l'axe OZ. Si j'avais par exemple un pendule qui est vertical, à ce moment-là, l'axe Z serait donc dirigé vers le bas. Et dans ce cas, il faut ajouter ici un moins, un signe moins. Donc si vous avez un pendule élastique vertical et l'axe Z se dirige vers le bas, il faut ajouter ici ce moins-là. Passons maintenant à l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique horizontal, c'est l'énergie qu'il possède lorsque le ressort est déformé. Déformé, ça veut dire comprimé ou allongé. Ça veut dire qu'un ressort qui n'est pas déformé a une énergie potentielle élastique nulle. Donc le pendule élastique possède une énergie potentielle élastique ici lorsqu'il est allongé ou comprimé. Donc son expression est donnée par cette équation-là. Donc il est en fonction de la raideur du ressort fois x, donc l'allongement, carré, plus donc une constante. Cette constante-là, c'est comme dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur, elle dépend du choix de référence de l'énergie potentielle élastique. Donc lorsque EPE égale à 0. Donc ici, juste rappelez-vous que nous avons ici une force de rappel qui va ramener le solide vers sa position d'équilibre. Bien sûr, elle fait ça en consommant une énergie. Et cette énergie, elle dépend de l'élasticité du ressort, de le nom de l'énergie potentielle élastique. Donc pour la constante C ici, donc l'état de référence pour déterminer cette constante-là est toujours fourni dans les exercices. C'est pas toujours nul. Donc considérons ici deux exemples. Un exemple où cette constante est nulle. On va prendre la position d'équilibre ici, lorsque x égale à 0 et EPE égale à 0. Donc si on place ça dans cette équation-là, 0 ici, x0 donc 0, ça veut dire que C, la constante, est nulle. Et à ce moment-là, l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi k x carré. Choisissons maintenant un point où la constante C n'est pas nulle. Donc on va choisir ce point-là. Rappelez-vous que lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre, donc on le relâche à partir d'une distance qui est donc l'amplitude maximale
qu'on note par xm. Donc, si je choisis ce point-là, et donc l'état de référence EPE égale à 0, à ce moment-là, C donc est égal, donc si j'emplace ici EPE par 0, x par xm, parce que donc nous sommes à ce point-là, ça veut dire ici que C égale à moins 1,5 K xm carré. Et à ce moment-là, l'énergie potentielle élastique est égale à 1,5 K x carré moins 1,5 K xm au carré. Donc vous voyez ici, donc la constante n'est pas toujours nulle, ça dépend donc du point de l'état de référence choisi. Une remarque importante ici, d'après l'expression du travail de la force de rappel que nous avons calculé déjà, donc si 1,5 K xa carré moins xb au carré, donc c'est cette expression là, on peut écrire donc ce travail là en inversant donc les positions de B et A. Bien sûr, on va mettre un moins ici. Et puis, donc, en fonction de l'énergie potentielle élastique maintenant, parce que donc, on va prendre le cas où C égale à 0, nous avons l'énergie potentielle élastique, c'est 1,5 K x carré. Pour le point XB, donc, ça sera l'énergie potentielle pour le point B. Pour le point donc, XA, ça sera donc l'énergie potentielle élastique pour le point A. Et ici, donc, nous avons cette quantité-là, c'est quoi? C'est la variation de l'énergie potentielle élastique entre A et B. La variation de l'énergie potentielle élastique entre A et B, est égale à moins le travail de la force de rappel. Donc on va utiliser cette équation dans les exercices. Passons maintenant pour décrire l'énergie mécanique et sa conservation. Donc l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme d'énergie cinétique 1,5 mx point carré et l'énergie potentielle 1,5 k x carré. Donc nous savons que l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Donc ici, donc cette expression de l'énergie mécanique est dans le cas, dans l'état de référence où les constantes dans les expressions de EPP et EPE, elles sont donc nulles. Et dans le cadre référentiel où EPP égale à 0. Donc on va travailler avec cette expression de l'énergie mécanique et on va montrer maintenant que l'énergie mécanique est conservée. Pour faire ça, donc on va utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode la plus simple. Vous savez déjà que lorsqu'on dérive une quantité physique par rapport au temps et on trouve 0, ça veut dire que cette quantité-là est constante. Et donc on va dériver cette expression-là par rapport au temps et montrer que donc il est égal à 0. Donc la dérivée de EM par rapport au temps, donc c'est la dérivée tout simplement de cette équation ici. Donc ici, la masse et la raideur du ressort ne dépendent pas du temps. Donc on va dériver seulement x point carré et x carré. Donc nous avons ici des fonctions avec des puissances. Et nous savons donc la règle mathématique, lorsque nous avons une fonction avec une puissance, la dérivée de cette fonction-là, ça nous donne donc n, donc la puissance, fois la fonction à la puissance n-1, fois donc la dérivée de la fonction. Donc on va appliquer ça ici. Donc la première expression, donc nous avons 1,5m qui est constante. La dérivée de x point carré, donc en utilisant cette règle, c'est 2 fois donc x point fois donc f', donc c'est x 2 points plus donc la deuxième expression plus 1,5k qui est une constante pour x carré, donc c'est 2 fois donc f2 moins 1 c'est x de moins 1 c'est 1 donc fois f' donc qui est x point. Donc on va simplifier avec les deux ici, ce 2 là avec ce 2 là. Donc nous avons ici m x point x2 point
plus K x point. Donc on va factoriser par m x point, x2 points ici le reste, K, donc il faut diviser par m parce qu'on a factorisé par m, fois x. Or, donc nous avons ici l'équation différentielle du mouvement qui est égale à 0. Donc on a déjà vu dans la première vidéo l'équation l'équation différentielle du mouvement pour le pendule élastique horizontal qui est égale à 0. Et donc, ça veut dire que finalement nous avons d de EM sur dt est égal à 0. Et ça veut dire que EM est une constante et finalement donc l'énergie mécanique est conservée. Passons maintenant à la deuxième méthode pour montrer que l'énergie mécanique se conserve. Dans cette méthode, on va utiliser la solution de l'équation différentielle du mouvement. Donc rappelez-vous que c'est une fonction sinusoïdale de période propre t0 et de phase à l'origine des temps égale à phi. Donc on va remplacer x et x point dans l'expression de l'énergie mécanique en utilisant donc cette solution-là. Donc la première chose, il faut calculer x point. Donc on va dériver cette expression, cette solution par rapport au temps. Donc x point est égal, donc xm c'est une constante. La dérivée de cosinus de x, donc c'est x', donc on va dériver ce qui est à l'intérieur ici, donc ça doit être 2pi sur t0, donc phi ne dépend pas du temps. Et la dérivée donc du cosinus, c'est moins sinus 2pi sur t0, t plus phi. Maintenant, donc, on va remplacer donc x et x point dans l'expression de l'énergie mécanique. On trouve donc En est égal, donc il faut faire attention, il y a ici le carré. Or, donc nous avons déjà montré que 2pi sur t0 à la puissance 2 est égal à k sur m. Donc on a fait ça donc dans la première vidéo. Lorsqu'on a calculé donc la période t0. Donc voici l'équation qu'on va utiliser ici. C'est 2p sur t0 le tout au carré, c'est k sur m. Donc on va la remplacer ici. On trouve que l'énergie mécanique. Donc on va factoriser par 1/2 k xm carré. Donc nous avons ici sin carré d'un x plus cos carré x, donc c'est 1. Et donc finalement on trouve que l'énergie mécanique c'est tout simplement 1/2 k xm à la puissance 2. Donc puisque k c'est la constante de raideur, donc c'est la raideur du ressort, c'est une constante, xm donc c'est l'amplitude maximale, c'est une constante, et donc l'énergie mécanique est une constante. Ça veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Donc finalement on peut dire qu'en l'absence des frottements, l'énergie mécanique se conserve. Donc ici rappelez-vous qu'on n'a pas encore considéré les frottements, donc toute cette étude énergétique et même donc avant dans l'étude théorique, nous avons effectué ça dans le cas où les frottements sont négligeables. Donc maintenant, c'est quoi la différence entre cette deuxième méthode et la première méthode? Donc la première méthode nous permet d'établir l'équation différentielle du mouvement à partir de l'étude énergétique du pendule élastique, c'est-à-dire à partir de la conservation de l'énergie mécanique. Donc on a établi cette équation différentielle dans le cas de l'étude théorique ou l'étude dynamique. Si on veut demander dans un exercice d'établir l'équation différentielle du mouvement en utilisant l'étude énergétique, donc voici la méthode. Donc il faut partir donc de l'équation de l'énergie mécanique et la dériver par rapport au temps et donc trouver finalement l'équation différentielle du mouvement.
Tandis que pour cette deuxième méthode, il nous a permis, en plus donc, de montrer que l'énergie mécanique bien sûr se conserve, il nous a permis donc de connaître l'expression de l'énergie mécanique. Vous voyez ici, on a trouvé l'expression de l'énergie mécanique. Ceci n'est pas valable dans la première méthode. Dans la première méthode, on a seulement montré que l'énergie mécanique se conserve. Mais ici, en plus de la conservation, on a l'expression de l'énergie mécanique. Passons à la dernière partie de cette étude énergétique, qui est les diagrammes énergétiques. Donc, ce sont des diagrammes qui représentent les différentes énergies du système en fonction soit l'abscisse X, soit en fonction du temps. Donc, les énergies du système, ce sont bien sûr l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. On va commencer par le cas des oscillations sans frottement. Dans ce cas, l'amplitude des oscillations est constante. Et donc le régime est périodique de période T0 et nous avons une énergie mécanique qui est constante aussi. On a montré donc que l'énergie mécanique se conserve dans le cas sans frottement. Donc voici l'expression de l'énergie mécanique. Voici l'expression que nous avons trouvée pour l'énergie potentielle élastique. Et en utilisant cette relation-là, l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique, on peut donc tirer l'expression de l'énergie cinétique du système. Donc commençons par les énergies donc en fonction de l'abscisse X. Donc sur l'axe des abscisses, nous avons ce X, il varie entre moins Xm et Xm. Avec X égale à 0 ici, c'est la position du repos, donc du pendule, c'est la position d'équilibre. Tandis que l'axe des ordonnées représente les énergies donc, du système. Pour l'énergie mécanique, nous avons dit qu'il est une constante. Il est représenté ici par donc, cette droite qui est parallèle à l'axe des X. Ensuite, pour l'énergie potentielle élastique, donc nous avons cette expression. Elle est donc de la forme AX carré. Et donc, c'est une parabole. Et l'axe, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Pour x égale à 0, donc si je prends ici x égale à 0, ça veut dire que l'énergie potentielle élastique est 0. C'est ce point-là. Si je prends x égale à xm par exemple, à ce moment-là, EPE égale à 1 demi k xm carré. Donc c'est l'énergie mécanique. C'est ce point-là. Et si je prends x égale à moins xm, puisque nous avons le carré, donc c'est la même chose, c'est 1 demi k xm carré. Donc il correspond à l'énergie mécanique. C'est ce point-là. Et donc, on a ces trois points qui vont nous permettre de tracer la parabole d'une manière très simple. Donc voici la courbe en vert, elle représente l'énergie potentielle élastique. Passons maintenant à l'énergie cinétique. Donc voici l'expression. Donc au point x égale à 0, donc si je prends x égale à 0 ici, il nous reste 1 demi k xm carré, qui est tout simplement l'énergie mécanique. Donc voici le premier point. Maintenant, si je prends ici xm, donc x est égal à xm carré moins xm carré, c'est 0. Donc c'est ce point-là. Et si je prends ici moins xm, donc moins xm carré, c'est xm carré. Xm carré moins xm carré, c'est 0. Et donc l'énergie cinétique, c'est 0 à ce point-là. Et nous avons donc, voici la parabole qui représente l'énergie cinétique du système. Donc, ça veut dire quoi ça, donc, pour le pendule élastique? Donc, lorsque le pendule élastique est écarté au maximum de sa position, c'est-à-dire lorsque il est donc à la position xm, donc son énergie est purement potentielle. Pourquoi? Vous voyez ici, l'énergie potentielle c'est égal à l'énergie mécanique, tandis que l'énergie cinétique est égale à 0. Donc, lorsque le solide donc, du pendule est écarté, il se trouve à ce point xm, ça veut dire que son énergie est purement potentielle. Et en atteignant la position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le solide va donc se ramener vers la position d'équilibre, l'oscillateur continue donc à se déplacer grâce à son énergie cinétique. Lorsque nous sommes à la position d'équilibre, l'énergie cinétique est maximale, tandis que l'énergie potentielle est nulle. Mais donc, rappelez-vous que donc, le ressort il va se comprimer. Donc,
on va se déplacer donc de la position d'équilibre vers la gauche. Et à ce moment-là, l'énergie cinétique elle va diminuer, tandis que l'énergie potentielle elle augmente. Et lorsqu'on atteint donc l'amplitude maximale, nous avons donc une énergie qui est purement potentielle. L'énergie cinétique ici est nulle. Remarquons aussi qu'en chaque position d'abscisse x, donc par exemple, je vais prendre ce point-là, un point arbitraire, que je vais appeler x1. Donc on peut déterminer, selon ce diagramme, l'énergie cinétique, et on peut déterminer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est tout simplement ça, donc c'est cette projection, c'est ce point-là, tandis que l'énergie potentielle, donc c'est cette projection ici. Donc si on voit dans l'exercice donc les énergies sur cet axe-là, donc il est facile de déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et bien sûr, l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Donc c'est ce point-là. Donc à partir de ce diagramme-là, on peut faire beaucoup de choses. On peut déterminer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique aussi d'un système. Donc maintenant, on va représenter les différentes énergies du système en fonction du temps. Ainsi, nous allons obtenir un diagramme énergétique dans l'axe des abscisses et l'axe donc du temps. Pour cela, pour faire cette représentation, il faut exprimer les différentes énergies du système, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, élastique, en fonction du temps. Donc on va utiliser la solution de l'équation différentielle, dans laquelle donc on a pris la phase à l'origine du temps est égale à 0, donc phi égale à 0. Donc voici l'expression donc de la solution, et voici x point. Donc on aura besoin donc de x point pour l'énergie cinétique. L'énergie cinétique c'est 1 demi mx point carré. Donc on va remplacer x point carré par son expression, et donc on trouve une expression pour l'énergie cinétique qui dépend du temps. Donc la même chose pour l'énergie potentielle élastique. Donc on va remplacer x par son expression et on obtient finalement une expression qui dépend du temps. L'énergie mécanique, dans le cas donc sans frottement, c'est une constante. Donc c'est la somme des deux, tout simplement. Pour représenter ces énergies sur ce diagramme-là, on va graduer l'axe du temps en t0 sur 4. C'est-à-dire donc à chaque fois, on avance de t0 sur 4. Commençons par l'énergie mécanique. Donc sa valeur est une constante, elle est représentée par cette droite en rouge. Donc la valeur c'est 1 demi k xm carré. Et passons maintenant pour représenter l'énergie cinétique. Donc prenons t égale à 0. Donc à t égale à 0, nous avons donc 1 demi k xm carré sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Et donc, l'énergie cinétique égale à 0. Donc, c'est ce point-là. Prenons maintenant, donc AT est égal à T0 sur 4. T0 sur 4, nous aurons donc l'énergie cinétique est égale K xm carré sin carré. Donc on va remplacer t par t0 sur 4. Donc t0, il va se simplifier avec ce t0 là. 2 avec 4, donc c'est p sur 2. Donc sinus de p sur 2, c'est 1. Et donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi k xm carré. Donc qui est tout simplement l'énergie mécanique. Donc c'est ce point-là. Et on va continuer comme ça avec t0 sur 2, avec 3t0 sur 4, pour trouver donc ces points-là. Donc la courbe en orange, elle représente l'énergie cinétique. Passons maintenant à l'énergie potentielle. Donc pour l'énergie potentielle, donc à t égale à 0, nous avons EP, donc l'énergie potentielle élastique. Donc ici c'est E, est égal, donc le cosinus de 0 c'est 1, donc c'est 1 demi k xm carré. Donc c'est l'énergie mécanique.
Donc c'est ce point-là. D'accord? Donc à t égale à t0 sur 4, nous aurons EPE est égal. Donc 1 demi k xm carré, le cosinus carré de donc t0 sur 4, donc t0 il va se simplifier avec t0, et donc il nous reste p sur 2, cosinus carré de p sur 2. Donc le cosinus de p sur 2 c'est 0. Donc à ce moment-là, nous avons l'énergie potentielle élastique, c'est 0. Donc c'est ce point-là. Et la même chose, donc on va continuer avec les autres points ici pour trouver ces points-là. Et on trace donc notre courbe. Et donc la courbe en vert, elle représente l'énergie potentielle élastique. Donc bien sûr, les énergies elles sont toujours positives, c'est-à-dire qu'on travaille ici au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc notre remarque à partir des courbes que vous voyez ici, on observe que l'énergie potentielle élastique en vert et l'énergie cinétique donc en orange sont des fonctions périodiques. Donc voici la période pour l'énergie, par exemple l'énergie potentielle élastique. Bien sûr, cette période-là, c'est pas la période propre du mouvement. La période propre du mouvement, c'est d'ici vers ici. Donc la période T ici, donc la période de l'énergie potentielle élastique, c'est tout simplement T0 sur 2. Et donc on peut écrire que la période propre du mouvement, c'est 2 fois T. Donc c'est 2 fois la période donc de l'énergie potentielle élastique. Observons aussi que les deux courbes de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, donc il y a ici une transformation mutuelle entre les deux. Ça veut dire que, par exemple, ici à T égale à 0, le système possède une énergie potentielle élastique, et à T0 sur 4, cette énergie potentielle élastique est nulle. Donc la courbe en vert, donc elle représente l'énergie potentielle élastique. Mais cette énergie, donc à T0 sur 4, est transformée en énergie cinétique, parce que l'énergie cinétique ici est maximale. Puis à T0 sur 2, c'est l'inverse. C'est l'énergie cinétique qui est avant ici à T0 sur 4 était maximale, mais ici elle est nulle. Et l'énergie potentielle elle est maximale. Et donc elle a été transformée, donc l'énergie cinétique elle a été transformée en énergie potentielle. Et ainsi de suite. Donc ce sont des transformations qui se passent au cours du temps. Donc l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle élastique et inversement, de telle façon à ce que leur somme, donc la somme est égale à l'énergie mécanique. Tant que donc le système, bien sûr, est non amorti. Donc un dernier commentaire sur le cas des oscillations avec frottement. Donc dans le cas des oscillations avec les frottements, l'énergie mécanique de l'oscillateur mécanique n'est pas conservée. Donc elle diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule à cause des amortissements. Donc si l'amortissement est légèrement faible, on observe un régime pseudo-périodique dans lequel x évolue donc de la façon représentée sur cette figure-là. Donc vous voyez ici que l'amplitude, elle diminue en fonction du temps. À cause des frottements, donc l'amplitude, elle diminue. Et le mouvement oscillatoire n'est plus périodique à cause de la diminution donc de l'amplitude du mouvement. Et donc le mouvement ici, il est dit pseudo-périodique. Donc ici, l'allure en rouge, elle représente bien sûr l'abscisse X. Donc la représentation des énergies dans ce cas, en fonction du temps, est donnée par la figure suivante. Donc cette deuxième figure. Donc ici, l'énergie cinétique à T égale à 0 est nulle, et elle évolue selon l'allure verte. Donc l'allure verte représente l'énergie cinétique. Et l'énergie potentielle à T égale à 0 est non nulle, donc on a vu ça ici. Donc l'énergie cinétique elle est nulle, donc à T égale à 0, tandis que l'énergie potentielle élastique n'est pas nulle. Donc il est représenté ici par cette courbe noire. Ça c'est l'énergie potentielle élastique. Donc vous voyez ici, donc
l'énergie mécanique, c'est la somme des deux, donc il est représenté par cette courbe en rouge. Elle décroît, donc elle diminue en fonction du temps, puisque donc l'énergie mécanique diminue, et cette variation est négative car c'est une diminution, donc l'énergie se perd, elle se transforme en chaleur à cause du frottement entre le système oscillant et le milieu extérieur. Et donc finalement on peut dire que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. Donc au cours de cette diminution, il y a une dissipation, une perte de l'énergie sous forme de chaleur à cause du frottement. Donc la chose qu'il faut retenir d'ici, c'est que l'énergie mécanique n'est pas conservée lorsque nous avons des oscillations avec des frottements. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire l'étude dynamique et énergétique pour le pendule de torsion. Salam alaikum wa rahmatullah.